Tout à l'heure, je parlais de tradition avec un grand T et un petit T. Ça, il y a quelque chose de très important à dire là-dessus. La tradition, c'est quelque chose, avec un grand T, c'est quelque chose qui nous est venu essentiellement par René Guénon. René Guénon a été quelqu'un qui a apporté énormément de choses à ce que lui-même aurait appelé la pensée traditionnelle, qui n'existe pas, mais qu'il a inventé de par son œuvre. C'est-à-dire, il a inventé la philosophie pérennialiste. La philosophie pérennialiste a été pendant longtemps un outil extraordinaire permettant à différents mouvements spirituels de restructurer, de se recentrer, de se reconcentrer sur eux-mêmes pendant un siècle. Sauf que elle pose, cette pensée pérennialiste, quand même un certain nombre de problèmes. Et elle pose, je pense aujourd'hui, même plus de problèmes qu'elle n'en a résolu dans le passé. C'est pour ça qu'avant de continuer sur les triades temporelles, triarchiques, les trinités, etc., j'ai envie de faire ce commentaire sur la tradition. La philosophie pérennialiste, en tout cas telle qu'archi essentiellement énoncée par Guénon, postule que toutes les cultures, il n'employait pas trop ce terme, mais que toutes les traditions initiatiques, spirituelles, religieuses du monde ont une origine unique. Et que cette origine, d'ailleurs, il le dit, il est en contact, lui, avec les maîtres. Moi, je sais où, je sais quand, mais je ne vous le dirai pas. Ce qui est un petit peu énervant et évidemment qui révèle toute la faiblesse du propos. Donc toutes les cultures, les traditions, les religions ont une origine unique. Et il y a eu un ou des âges d'or dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Il y a eu un ou des âges d'or. Un âge d'or, si on considère le foyer originel unique, et parce que ensuite les séparations aux différentes civilisations, aux différentes cultures constituent en soi même une dégradation de cette intégrité primordiale. Et ensuite, dans chacune de ces branches, hindouistes, bouddhistes, israélites, chrétiennes, différentes branches du paganisme, dans chacune de ces branches, il y avait au départ une sorte de perfection et d'intégrité qui, au fur et à mesure de l'évolution mentale, intellectuelle et technique de l'humanité, s'est dégradée pour aboutir à cette sorte d'œuvre noire que l'on connaîtrait aujourd'hui. Voilà de façon tout à fait synthétique, mais parfaitement juste, la pensée pérennialiste. Et alors, il faut éventuellement retourner vers les sources pour retrouver l'âge d'or, mais on n'y croit pas trop, c'est pas vraiment possible, et du coup on va essayer de suivre le courant le plus fort. Et c'est pour ça qu'un Guénon, né dans un petit milieu bourgeois catholique de province finalement pour caricaturer, devient un initié et un maître du soufisme en Égypte. Parce que Guénon aurait, semble-t-il, compris par le sens naturel de l'histoire et de par ses aspects conquérants que l'islam était le futur mainstream. Mais ça, c'est un autre sujet de discussion. Donc il y a ce pérennialisme, voilà, avec cette histoire d'un âge d'or ou de plusieurs âges d'or et de dégradation permanente. Mais ça va pas, parce que entre-temps, et c'est là où il y a un problème dans la lecture de Guénon, c'est un problème de degré de lecture, voilà. Il y a un problème de degré de lecture. C'est qu'au départ, il est bien évident que de la façon dont René Guénon a écrit l'ensemble de ses propos qui ont constitué la philosophie pérennialiste, il ne fait pas de doute, pour moi, qu'ils ont été écrits au premier degré. À savoir que Guénon croyait réellement au pied de la lettre ce qu'il écrivait. D'où, et ça c'est pour moi la preuve,
par voie de conséquence un certain nombre de visions ou d'approches politiques qui, n'en déplaise aux guénolâtres, ne sont pas toujours très très reluisantes vues avec le regard d'aujourd'hui. Parce qu'évidemment à l'époque, bon, ce mélange de pérennialisme, de néotomisme, de monisme, quelque part, ça passait très bien. Aujourd'hui, ça ne peut plus passer, non pas pour des raisons morales d'ailleurs, mais ça passe plus parce que, entre-temps, les sciences dures comme molles, les technosciences comme les sciences de l'esprit ont fait de telles découvertes et de tels progrès que le modèle historique de Guénon ne tient plus debout. Il tient plus debout et du coup, les adorateurs de Guénon ont voulu créer un deuxième degré ou un troisième degré de lecture pour revalider a posteriori le modèle qui devenait obsolète. Donc pour revaloriser ce modèle, pour le remettre au goût du jour, là où Guénon de façon absolument primaire évoque ou décrit un Agartha ou un Shambhala ou je ne sais quoi qui serait le centre secret du monde d'où ont émané toutes les cultures, toutes les religions, tous les pouvoirs et ainsi de suite, c'est écrit sans aucune ambiguïté au premier degré. Les adorateurs de Guénon après ont inventé une symbolique, c'est-à-dire une lecture distanciée de ça, pour coûte que coûte conserver finalement la validité de la doctrine du maître. Évidemment, ça ne tient pas non plus. Ça ne tient pas non plus parce que si Guénon a voulu qu'à titre symbolique dire que finalement l'entièreté de l'humanité provient de la même source, l'entièreté de sa pensée et la diversité de ses spiritualités ont la même origine, cela aurait pu être validé par un certain nombre de découvertes ou de considérations ultérieures. Or, il n'en est rien. Il n'en est rien puisque, alors qu'on a longtemps cru que, et je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le trouverez facilement sur Internet, sur les sites scientifiques, on a longtemps cru que la seule source génique, j'allais dire raciale, de l'humanité actuelle était, je crois de mémoire, l'Australopithèque, il me semble, parce que je ne suis pas spécialiste. On sait que maintenant, il y a eu plusieurs foyers humains divergents qui ont composé la première humanité, qui sont nés à des endroits très différents, alors qu'on a longtemps cru le contraire, d'un point de vue scientifique. Donc déjà, j'allais dire, d'un point de vue zoologique même, non, il n'y a pas eu de foyer unique de l'humanité. D'un point de vue spirituel, on a longtemps révéré Guénon parce qu'il a mis le doigt sur le fait, quelque part, que tout ce que nous connaissons des spiritualités, des cultures, des civilisations occidentales partent du noyau indo-européen. Il ne l'a pas exprimé de façon aussi nette, mais il a en quelque sorte été un précurseur intuitif, en tout cas plus intuitif que scientifique, de ce qu'on a glosé tout au long du XXe siècle, en oubliant simplement que ce qu'on sait maintenant, à savoir qu'il y a d'autres cultures qui n'ont rien à voir avec le noyau indo-européen. Il y en a en Amérique du Sud, il y en a en Amérique du Nord, il y en a en Sibérie orientale, il y en a dans certaines parties d'Afrique ou d'Océanie. Il y a y compris une divergence de naissance civilisationnelle. Donc l'histoire de l'origine spirituelle unique, ça ne tient pas non plus. Jung a porté au nu, institué véritablement la notion d'archétype. Comme quoi il y a finalement, au fond du fond de notre structure psychique, de notre structure spirituelle, de chaque être humain, des symboles, des images, des sens, des sentiments qui sont communes à tout le monde, tout le genre humain. Même ça, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Par exemple, la fameuse araignée, symbole chtonien, symbole de prédation, symbole de la nuit, de l'obscurité, du poison, du venin, etc., eh bien l'araignée ne fait pas peur à tout le monde. Il y a des civilisations, en particulier les civilisations forestières, où l'araignée fait partie
est un élément amical du biotope. Et les gens n'en ont absolument pas peur. Donc ce n'est pas vrai que si vous mettez une personne virtuellement parfaitement ignorante en présence d'une araignée, quelle que soit son origine, cette personne va sursauter et partir en courant. C'est faux. Et ça a été d'ailleurs l'erreur dénoncée de Claude Lévi-Strauss de vouloir à tout prix plaquer des modèles structuralistes issus de la pensée occidentale pour s'observer elle-même, de plaquer ces mêmes approches structurelles, ces mêmes modèles sur des civilisations ou des peuplades exotiques à nous, parce qu'elles n'y correspondent pas du tout. Et ce n'est pas la statistique ou la modélisation qui est fausse, c'est la façon, c'est le modèle qui n'est pas universel. Et c'est l'erreur lévi-straussienne que déjà quelque part Jung avait un petit peu faite aussi, donc en postulant que certains archétypes étaient véritablement universels, c'est-à-dire archétype universel étant un pléonasme, que donc des archétypes pouvaient exister. Eh bien, même la peur de la mort n'est pas un archétype. Même l'amour pour l'enfant, d'une mère pour l'enfant, n'est pas un archétype, puisqu'on a trouvé des peuplades où il n'y avait pas le moindre lien affectif entre la mère et l'enfant. Et ça, d'ailleurs, Lévi-Strauss en a parlé. Plus récemment, Michel Pastoureau, remarquable historien et d'ailleurs souvent plus connu comme héraldiste, a fait observer, en produisant en plusieurs volumes son admirable histoire des couleurs, que même les couleurs qu'on pensait universelles, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionne pas parce que, exemple, le rouge, on dit en Occident, c'est une couleur chaude. Et c'est la couleur chaude. Celle du sang, celle de la passion, celle du cœur, celle du feu. Si le feu était rouge d'ailleurs, c'est pas évident, c'est une autre discussion. Par exemple au Japon, la couleur chaude, c'est ce qui semblerait être chez nous le bleu roi. Donc une couleur chaude, il n'y a pas de rapport avec la chaleur du feu. Il n'y a pas de rapport avec la chaleur ou le rouge d'un soleil levant ou couchant, par exemple. Quand on pense au Japon, on dit tiens, soleil levant. Donc a fortiori, rouge, couleur chaude. Eh ben non. Le soleil chauffe, le soleil est rouge, il est rond, il est voilà, donc tout ce qu'on peut... Ben non, ça ne fonctionne pas. Même les couleurs ne sont pas universelles. Le noir n'est pas la couleur du deuil. Regardez l'islam. Le blanc n'est pas la couleur de la pureté virginale. Jusqu'en 1850, en France, on se mariait, quand on était une femme, on se mariait en rouge. Ne l'oubliez pas, ça. Donc, il n'y a même pas d'archétype. C'est-à-dire, non seulement il n'y a pas de source unique de l'humanité en tant qu'espèce, il n'y a pas de source unique de l'humanité en tant que éventail civilisationnel, il n'y a pas de source unique des pensées par des archétypes ou par des sentiments primaires ou primaux, etc. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien. Et c'est pour ça qu'il y a un problème avec la philosophie pérennialiste. A fortiori avec l'âge d'or, là il y a un encore plus gros problème. Postulons, il y a un âge d'or, on sait très bien aujourd'hui. Malgré tout ce que les adorateurs de Guénon veulent faire dire à l'œuvre de Guénon sur une époque où l'humanité était omnisciente, toute savante à très haut niveau, trouvez-moi la moindre trace archéologique d'une civilisation ancienne ou antédiluvienne où la douleur, la mort, la haine, la souffrance, la maladie étaient absents, eh bien, vous ne trouverez pas. Et je gage, et peut-être hélas, malheureusement, qu'on ne trouvera jamais. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a jamais eu d'âge d'or, et que l'humanité, on peut le constater tous les jours, n'est pas en voie d'amélioration, elle n'est pas en voie de régression. Elle est en voie de ce qu'elle est en voie. C'est-à-dire, on n'en sait rien. On ne peut même pas dire aujourd'hui, il y a progrès parce qu'on a pris globalement conscience que la guerre, c'était pas bien. C'est faux, puisqu'on l'a fait peut-être moins, mais on l'a fait de façon beaucoup plus efficace. Donc, le pérennialisme, je suis désolé, à moins de prendre du deuxième, du troisième, du quatrième degré, ce qu'on appelle la tradition avec un grand T, dite primordiale, n'a aucun fondement historique, aucun fondement anthropologique, aucun fondement psychanalytique, aucun fondement de quelque nature que ce soit.